Alors, cette procédure contre deux ministres, pas deux ministères, mais contre deux ministres, donc le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner, le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, c'est un peu l'aboutissement logique de 3 années de tentatives vaines pour faire entendre raison au ministère, à l'administration, à leur ministre de tutelle, d'une certaine manière. Quand on dit faire entendre raison, il s'agissait simplement de demander de respecter la démocratie, l'état de droit et les grands principes républicains dans le domaine des sports de montagne. On n'y est pas parvenu par des voies normales de discussion et de bonne intelligence, donc on est obligé aujourd'hui, quand je dis nous, c'est le CIM, mais aussi 2 autres organisations professionnelles que sont l'Union nationale des accompagnateurs en montagne et l'ADMES, qui défend les droits des moniteurs et entraîneurs de ski, eh bien, on est obligé de saisir la Cour de justice de la République des agissements ou des non-agissements de 2 ministres. Alors, de façon globale, on va dire que cette démarche, c'est pas une démarche corporatiste, ou en tout cas elle n'est pas seulement corporatiste, et elle n'est pas seulement dans le cadre de la défense d'intérêts syndicaux, c'est plutôt une démarche globale citoyenne. C'est une démarche qui dépasse donc des enjeux catégoriels et qui défend de façon générale le respect de l'intérêt général et de l'état de droit en montagne. Et plus globalement, c'est une démarche qui vise à défendre une certaine idée de la démocratie et des grands principes républicains. On ne peut pas accepter, en tant que citoyen, que des hauts fonctionnaires, ou que des fonctionnaires tout court, ou et a fortiori des ministres, leurs ministres de tutelle, s'accommodent, ou tolèrent, ou favorisent, ou commettent eux-mêmes des actes délictueux, qui sont attentatoires aux droits fondamentaux de citoyens dont ils ont la charge, en l'occurrence ici les professionnels de la montagne, et qui sont attentatoires à des grands principes de la République. Et c'est, à mon sens, ce qui a été mis en cause ici. On en parlera plus tard dans le détail. Je voudrais dire aussi que ce qui me semble important de dire, c'est que ce n'est pas une démarche partisane. C'est-à-dire que là, on est dans une période d'élection. On pourrait dire, des gens qui attaquent des ministres de gauche parce qu'éventuellement ils seraient de droite. C'est pas du tout le cas, parce que moi, à titre personnel, par exemple, je vote à gauche. J'ai voté Hollande en 2012, j'ai toujours voté à gauche. Et puis en 2010, j'avais monté avec des amis des manifs anti-sarkozystes en montagne suite au discours de Grenoble qui nous semblait attentatoire à la République lui aussi. Donc là, voilà, il se trouve qu'on s'en prend à des ministres de gauche, mais c'est parce qu'ils ont, à notre sens, fauté et gravement fauté. Donc ce n'est pas partisan. Quelles sont les pratiques, de façon générale, de ces ministres qu'on met en cause? Puisque la Cour de justice de la République, c'est une instance très particulière qui ne juge que les agissements des ministres. On ne parle pas de l'administration et du reste. Mais quels sont donc les agissements des ministres qu'on met en cause? Eh bien, c'est d'une certaine manière... Mediapart parle de l'incurie des ministres des sports, en charge des sports. Oui, c'est d'une certaine manière, c'est une certaine incurie de leur part, à minima, une carence dans l'exercice de leurs fonctions, puisqu'ils ont été alertés d'un certain nombre de choses très graves à notre sens, très sérieuses, qui mettaient en cause le fonctionnement de leur administration et le respect de l'intérêt général et des missions de service public, et ils n'ont pas agi. Et puis, pire encore, selon nous, non seulement ils n'ont pas agi, mais ils ont favorisé certaines pratiques délictuelles, en notamment promulguant des arrêtés qui ont donné lieu à des fraudes au marché public qui sont avérées, qui sont, à mon sens, irréfutables. Donc voilà, ce qu'on met en cause, c'est ce comportement-là des ministres. Et puis, une chose qui est grave aussi, dont on parlera plus en détail après, c'est une censure de l'information, puisque des rapports d'inspection générale qui étaient extrêmement accablants pour le fonctionnement de l'administration ont été retenus par les ministres, ou en tout cas par l'administration, mais qui est sous tutelle directe de M. Braillard et de M. Kanner. Eh bien, ces rapports ont été interdits de diffusion dans un premier temps, pendant 8 mois.
Et puis quand ils ont été diffusés parce qu'une commission d'accès aux documents administratifs a décidé qu'il fallait les communiquer, eh bien ils ont été diffusés de manière complètement censurée avec des dizaines de pages qui sont noircies et qui empêchent donc de savoir la totalité des préconisations et des arbitrages qui ont été rendus dans ces rapports d'inspection générale. Alors, ce qu'on a mis en cause depuis 3 ans, puisque ça fait 3 ans qu'on alerte et qu'on fait un certain nombre de réclamations auprès des ministres, il y a un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est que historiquement, est inscrit dans le code du sport et est également inscrit dans le mode de fonctionnement de l'administration dans le domaine des sports de montagne, un principe de discrimination ou de ségrégation des professionnels selon leur appartenance syndicale. C'est contraire à des principes constitutionnels, à mon sens, qui est notamment le principe de liberté d'opinion et de liberté syndicale. Le Code du sport dit par exemple que l'administration ne doit dialoguer dans ses instances de concertation, dans ses instances décisionnaires, qu'avec une seule organisation syndicale par métier. C'est pour ça qu'elle ne dialogue, par exemple pour les moniteurs de ski, elle ne dialogue qu'avec le syndicat des ESF. Pour les guides, elle ne travaille qu'avec le syndicat SNGM, historique. Et pour les accompagnateurs, elle ne dialogue qu'avec le syndicat national des accompagnateurs en montagne, historique également. Ce qui est contraire, à mon sens, enfin, c'est évidemment contraire au principe de pluralisme, mais c'est contraire à la Constitution, selon moi. D'autre part, un autre problème, c'est la révélation qui a été faite, et même la preuve qui a été faite, de pratiques financières douteuses dans le cadre de la formation continue des professionnels de la montagne, en particulier les guides de haute montagne et les accompagnateurs en montagne. Ces deux professions sont soumises à des obligations de recyclage. Alors le recyclage, c'est une formation continue obligatoire qui oblige chaque professionnel, s'il veut continuer à exercer, à suivre cette formation continue tous les 6 ans. Or, démonstration a été faite sur la base de pièces comptables que, d'une part, ces formations étaient surfacturées, outrancièrement surfacturées, en gros 3 fois leur prix de revient réel, et que d'autre part, elles donnaient lieu derrière à un circuit de refacturation interne qui permettait à 2 syndicats, en l'occurrence le syndicat national des guides de montagne et le syndicat national des accompagnateurs en montagne, de siphonner pour leur fonctionnement personnel tous les bénéfices réalisés sur ces formations. À mon sens, mon analyse personnelle, c'est que ça peut s'apparenter, ces pratiques-là, à du détournement de fonds de la formation professionnelle, et puis à des pratiques de fausses factures, d'une certaine manière, puisque des factures sont tout à fait injustifiées à mon sens, et donc d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux. On avait averti le ministère, preuve à l'appui, de ces surfacturations, de ces factures douteuses, et on n'a eu aucune réponse. Ou même on nous a dit, quand on a eu une réunion à l'ENSA, qu'on ne voulait pas voir ces éléments comptables. C'est quand même assez étonnant qu'une formation continue qui est normalement sous l'autorité de l'administration, eh bien cette administration refuse d'en voir les données comptables. C'est assez choquant. En tout cas, c'est difficile à comprendre. Et puis, autre problème lié à ces recyclages, c'est que pendant X années, chez les guides, ça a commencé en 92, donc pendant 25 ans pratiquement, ces recyclages étaient délégués sans appel d'offres au SNGM, d'une part pour les guides, et au SNAM pour les accompagnateurs. Donc c'était contraire au code des marchés publics. Après, un autre problème, c'est l'existence de représailles professionnelles, voire d'agressions, dont ont pu faire l'objet, dont peuvent encore faire l'objet, les professionnels non alignés, c'est-à-dire non adhérents dans ces syndicats historiques. Il y a eu, donc il y a toujours d'ailleurs, dans certaines structures commerciales, des interdictions de travail, diverses représailles, des difficultés d'accès parfois à à des remontées mécaniques ou à des choses comme ça, qui sont imposées à ces professionnels qui ont décidé de ne plus adhérer au syndicat historique. Il y a même eu des agressions physiques sur le terrain
qui ont pu être perpétrés à l'encontre là de moniteurs de ski, là de guides de haute montagne. Tous ces éléments ont été fournis au ministère. On a demandé une protection au ministère et à l'administration qui non seulement n'a rien répondu, n'a pas du tout répondu à ces demandes de protection, mais a nié l'existence de ces discriminations, de ces représailles et de ces agressions, alors qu'elles étaient tout à fait avérées. Et puis, pire encore, elle nous oblige aujourd'hui, l'administration, alors que nous risquons effectivement, enfin nous, quand je dis nous, c'est les membres du CIM par exemple, les membres de l'UNAM ou les membres de l'ADMES, elle nous oblige à aller nous identifier et nous inscrire pour suivre ces fameux recyclages obligatoires, à aller chez les concurrents, c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles d'exercer ces représailles à notre rencontre. Eh bien, tout ça n'a pas été entendu, a été complètement négligé et méprisé par l'administration et par les ministres eux-mêmes qui en étaient avertis. Et puis, alors dans les autres, il y a encore 3 autres grands motifs pour lesquels on poursuit les ministres. Donc, on l'a dit, les recyclages des guides de haute montagne ont été attribués guides de haute montagne et accompagnateurs, pardon, ont été attribués historiquement sans appel d'offres et donc sans passation de marché public. Le ministère, sur la base de nos alertes, s'est rendu compte qu'ils étaient en infraction. Ils ont voulu remédier à la chose en lançant des marchés publics selon des arrêtés qui ont été signés par Thierry Braillard le 11 mars 2015. Sauf que ces arrêtés ne visaient de toute évidence qu'à reconduire les monopoles préexistants, c'est-à-dire à réattribuer aux mêmes syndicats, dans les mêmes conditions, l'organisation du recyclage, à tel point que ces arrêtés ont été rédigés en collaboration avec ces mêmes syndicats, ce qui est complètement contraire évidemment au Code des marchés publics, puisque les gens qui sont attributaires des marchés derrière vont rédiger le cahier des charges qui va leur attribuer le marché. Donc il y a un problème très sérieux. Après donc, cette signature d'arrêté par le ministre Thierry Braillard, eh bien, la passation de marché public qui a suivi et qui a réattribué les marchés aux mêmes syndicats, eh bien, elle était complètement irrégulière et elle a donné lieu, là encore à mon sens, à une infraction évidente au marché public. Et derrière, ça a redonné lieu évidemment aux mêmes pratiques financières dont on parlait, c'est-à-dire financement en sous-main d'un syndicat ou de 2 syndicats sous couvert de formation professionnelle. Et puis, alors après, les 2 derniers éléments, ils sont relatifs à un rapport d'inspection générale Jeunesse et Sport. Donc, il y a eu une inspection générale Jeunesse et Sport qui a été menée en novembre, enfin à partir du mois de novembre 2015 jusqu'en mai 2016, avec remise d'un rapport sur le fonctionnement de l'École nationale des sports de montagne qui chapeaute à la fois l'ENSA de Chamonix et puis le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne de Prémanon. Et donc ce rapport était, je pense, objectivement accablant pour le fonctionnement de ces 2 entités, pour l'École nationale des sports de montagne qui les chapeaute. Elle mettait en lumière en grande partie les mêmes critiques que celles que nous, donc le CIM, l'UNAM et l'ADMES, on émettait depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'elle validait tous nos jugements et tous nos griefs d'une certaine manière. Et elle en ajoutait encore, c'est-à-dire qu'elle portait un jugement plus général sur des éléments dont nous, on n'avait pas connaissance, c'est-à-dire une mauvaise gestion, des carences de gestion à la fois des ressources humaines, puis de la comptabilité de l'ENSA, par exemple, ou de l'ENSM de ma façon plus générale, où elle pointait même une soumission de 2 écoles nationales aux intérêts particuliers de 1 ou 2 ou 3 syndicats. Donc d'intérêt privé, donc soumission d'écoles qui sont normalement dépositaires d'une mission de service public à des intérêts particuliers de 3 syndicats. Ce qui est évidemment contraire à l'esprit du service public. Et ces rapports, donc ce rapport qui a été rendu en mai 2016, eh bien, sa diffusion a été refusée par l'administration et donc par leur ministre de tutelle. On les a demandés avec constance parce que nous, nous le CIM, on avait déposé 2 recours au Conseil d'État, donc on avait 2 procédures en cours pour lesquelles évidemment ce rapport d'inspection générale était essentiel.
et on a refusé au ministère de nous les communiquer. Donc le cours de la justice a été entravé je ne sais pas aujourd'hui quel est le jugement du Conseil d'État sur les recours qu'on a formulés, on n'a pas encore la décision, mais il est certain que si le Conseil d'État avait disposé de ces rapports qui rejoignent tout à fait nos demandes, c'est-à-dire en gros l'annulation par exemple des arrêtés qui ont attribué les recyclages de guides et d'accompagnateurs, eh bien si le Conseil d'État les avait consultés, avait pu les consulter lors des audiences, eh bien son jugement en aurait sans doute été influencé. Donc il y a eu, à notre sens, une entrave au cours de la justice qui a été exercée par l'administration sous l'autorité directe des ministres. Et puis, quand j'ai ensuite saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour obliger l'administration à nous communiquer ces rapports, comme j'estimais qu'on avait le droit de les consulter, eh bien, la CADA, donc cette commission d'accès aux documents administratifs, a rendu une décision qui nous était favorable, qui disait que l'administration devait nous communiquer ces rapports. Et bien, l'administration a fini par nous les diffuser, ces rapports, par les communiquer, mais elle les a outrancièrement censurés, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de pages qui sont caviardées, qui sont noircies, des éléments sans doute les plus compromettants pour l'administration. Donc on les poursuit pour tout ça, parce qu'on estime que, d'une part, c'est grave, et puis c'est gravement attentatoire aux intérêts des professionnels de la montagne en général et des nôtres en particulier. Et puis que d'une certaine manière on ne paye pas des impôts et on ne paye pas des impôts pour que des ministres et une administration se comportent de telle manière. Donc voilà, maintenant, puisque la négociation, les essais de discussion, la bienveillance, enfin en tout cas au départ on était dans une optique d'alerte de l'administration pour essayer qu'elle corrige ses erreurs, tout ça n'a pas marché, et bien à ce moment-là on passe dans le cadre de procédures contentieuses qui sont devenues inévitables. On ne va pas accepter d'être spolié comme ça de tous nos droits fondamentaux, d'être mis en danger, de représailles professionnelles et physiques, etc. avec la complicité de l'administration et la bienveillance des ministres, c'est pas possible. Il faut que ça s'arrête.